Remember when you talk dirty. Oh là là, on va se prendre la tête, j'avais pas envie. Là, j'avais pas envie, là, tu vois. Là, j'aurais aimé une petite discussion tranquille sur Steven, un truc comme ça aurait été sympa. On passe de Terrifier 3 à Disclaimer de Quaron. Alors, c'est un grand écart. C'est une mini-série à débat, ça. Et c'est une mini-série, je trouve, assez délicate à traiter. Et délicate, pas tant par rapport à sa pseudo-complexité ou son approche pyrandélienne de la fiction et de la vérité, que par un élément, un choix narratif qui ramène le film à un sujet très contemporain et qui, lui, ne souffre d'aucune contestation, entre guillemets, si tu veux. Donc ça pose des questions qui sont complexes, dans le sens où, là où arrive la série, mal interpréter ces sujets à polémique de merde. Et qu'il faut nuancer les choses, et que nous, on est ici dans une émission qui va essayer d'abord de parler de mécanique narrative, de scénario, de projet de cinéma, et qu'il faut le comprendre à cette tonne-là. Et on est en full spoiler, faut le dire quand même. Ah, et un truc hyper important, alors voilà, ne regardez même pas cette émission si vous n'avez pas vu la série et qu'elle vous intéresse. Si vous en foutez, vous pouvez l'écouter, on fera le résumé de l'histoire. Si par contre vous êtes un cinéphile qui adorait Quaron, il faut absolument regarder la série en entier avant de regarder cette émission. Mais c'est des émissions toujours hyper compliquées parce que c'est des émissions où t'essayes toi-même. Enfin, moi, j'essaye quand j'écris le texte Alors là, dans celle-là, j'ai pas essayé d'avoir une réponse. Alors, y a pas le but, c'est pas d'avoir une réponse. Le but, c'est plutôt de questionner. C'est ça qui est intéressant. Par quel prisme tu l'observes, tu la regardes, tu l'interprètes. Par quel biais cognitif tu l'interprètes. Et c'est d'autant plus intéressant cette fois que par quel biais tu interprètes une série qui est sur les biais cognitifs. Méta mise en abîme. Donc, c'est pour élever le débat. Et je pense que c'est ça qui est intéressant avec cette série, c'est qu'elle se prête, contrairement, je pense, à ce que son dernier épisode voudrait faire croire à certains, elle ne clôture pas le débat si facilement, en fait. Allons-y. Et nous allons voir de quoi on parle, parce que je suis aussi cryptique que la série depuis le début, là. Alain, la technique était déjà sceptique de cette phrase que Yannick venait de dire. Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dan, et aujourd'hui je suis une nouvelle fois, sinon bien emmerdé, en tout cas dubitatif, puisqu'on va parler d'une mini-série en 7 épisodes, orchestrée par un grand cinéaste dont on n'avait pas eu de nouvelles depuis 2018, ça fait un bail, et que j'ai trouvé tout autant fascinante que problématique. Comme le sentiment, à la première vision en tout cas, d'un chef-d'œuvre en devenir qui, dans sa dernière bobine, semble soudain se chipifier et donne l'impression de se foutre de notre gueule en cherchant à nous culpabiliser du haut de son magistère moral. En général, ça m'aurait suffi à balayer la chose du revers de la main, comme je pourrais le faire pour un Ridley Scott à l'indignation aigrie et haineuse, mais la filmo brillante du réalisateur et la profession de foi ambitieuse du projet, qui le dispute à une vraie leçon de mise en scène, m'a obligé à questionner cette première réaction. Je parle bien sûr de Disclaimer, série pyrandélienne s'il en est, entièrement écrite et réalisée par Alfonso Cuarón, qui adapte, semble-t-il très fidèlement, un best-seller américain intitulé Révélé. Un best-seller qui interpelle la notion de vérité, éminemment parcellaire, à travers un jeu sur la fiction, le point de vue et son cortège de faux semblants, et donc Cuarón annonce d'entrée la nature sous forme de mise en garde. Méfiez-vous de la narration et de la forme, prévient-il en une phrase introductive, car leur pouvoir peut nous rapprocher de la vérité, mais en raison de nos croyances et de nos jugements, il peut aussi devenir une arme de manipulation massive. Nous savons donc d'entrée que 1. La vérité est un absolu inatteignable, 2. Que la fiction est un art du mensonge qui peut néanmoins la toucher du doigt, et que 3. Nous sommes donc responsables de nos jugements, de notre point de vue, qui, sans le doute perpétuel, nous en écarterait. Mais, avant de continuer dans le cryptique, essayons d'éclaircir pour les 3 péloyes qui, 1, n'en auraient rien à foutre de la série, et 2, voudraient quand même regarder l'émission. C'est un peu absurde, mais on ne sait jamais. Tiré d'un bouquin qui s'appelle Réveil, qui a été un gros carton, hein, qui l'adapte apparemment vraiment très fidèlement, à part 2-3 petits trucs pour condenser vers la fin, et donc qui est tout simple,
une journaliste brillante, mais qu'on perçoit d'entrée comme une espèce de meuf un petit peu psychorigide, qui est dans son monde idéal de son mari, son enfant, et tout va bien, et qui a gagné un prix, et qui est une documentariste, je crois, pour un journal, un truc comme ça, qui évidemment va recevoir un bouquin, et un bouquin qui fondamentalement raconte une partie de sa vie. Alors quand même, dans une émission de spoil, on va pas tourner autour du pot. Ce bouquin raconte une escapade qu'elle a fait avec son mari en Italie 25 ans plus tôt, alors que leur gamin était en bas âge. Et qui raconte le fait qu'elle a trompé son mari avec un jeune mec, un jeune touriste comme elle qu'elle a rencontré à la plage, et qu'en plus d'avoir trompé son mari, la méchante, elle a laissé tomber un peu son fils tout seul sur la plage, qui se retrouvait dans la mer très très loin, qui a failli se noyer, et qui va être sauvé par ce jeune homme avec qui elle aurait trompé son mari, sauf que ce jeune homme va mourir. Et là, on va découvrir que ce bouquin est en fait écrit par la mère de ce jeune touriste qui était mort, et que cette mère qui est morte de chagrin par la même occasion, elle avait écrit ce bouquin que son mari a découvert, et que son mari, en ayant découvert l'histoire qu'elle raconte là-dedans, va décider de se venger de la journaliste incarnée par Cate Blanchett, le vieux c'est Kevin Kline, qui sont les deux, mais juste totalement hallucinant en acting, hein, même si j'aime bien aussi Sacha Baron Cohen dans le rôle du mari de la journaliste. C'est d'ailleurs intéressant d'avoir pris des acteurs de comédie et les mettre dans une œuvre quand même assez tragique. En même temps qu'on découvre cette histoire à travers les yeux de la journaliste, on va la découvrir à travers les yeux de Kevin Kline, donc le père du garçon décédé. Donc la série va alterner entre différents points de vue. Alors, le point de vue de Kevin Kline, le point de vue de Cate Blanchett, et le point de vue mystérieux d'une voix off, avec toute la question, évidemment, des creux et des trous qu'il y a dans cette histoire. Et comme il nous annonce la couleur dès le début, en nous disant « Attention, méfiez-vous des images, méfiez-vous de la narration », tu te dis cette histoire qu'on te raconte n'est pas forcément la vraie, mais il fait absolument tout à coup de charge narrative mastodonte pour que tu y adhères, quand même, malgré tout, puisque... et quand je dis que c'est un sujet très actuel, c'est que tu vois bien que cette Cate Blanchett, qui a l'air pas très sympathique, qui est en conflit avec son enfant, ou apparemment il y a un trauma familial, qui va rentrer en conflit avec son mari, elle est très mystérieuse, elle est très équivoque, elle parle pas, et puis surtout, personne ne la laisse parler. Donc si tu regardes un peu la série, tu te rends bien compte qu'on est dans une espèce d'effet de meute, où l'apparition de ce livre va entraîner une pléthore d'accusations de la femme. Qu'est-ce qu'on reproche à la femme ? Un péché originel. Donc, péché originel de la femme, avec évidemment tous ces personnages autour, qui beaucoup masculins, mais certains féminins, qui vont se mettre à l'accuser. Et plus tu avances dans la série, plus toi-même, tu pourrais facilement te laisser entraîner dans ce jugement péremptoire de « c'est une salope, c'est une méchante », parce que tout le monde le dit. Le doute, posé de façon sous-jacente comme axiome de départ de la série, annonce donc la couleur. Ce que nous allons voir doit être perçu à travers lui, sans quoi nous serions coupables de notre perception erronée d'une vérité paradoxalement hypothétique. Dont acte, j'ai envie de dire. L'issue de la manipulation promise de la narration et de la forme devient donc l'enjeu principal d'une série qui se présente comme une histoire qu'il ne faudra pas forcément croire. Pirandellienne donc est promise à une inexorable ambiguïté. Enfin, c'est ce qu'il me semblait évident d'en comprendre. Jusqu'à la fin, bien sûr, faussement assertive, qui offre une mise en abîme vertigineuse de nos propres grilles de lecture. Ladies and gentlemen, an inspiration to us all, Catherine Ravenscroft. All these years, you have concealed parts of yourself from the world. To a beacon of truth. Somebody who inspires me every day. You keep everyone in the dark to maintain a balance. And you think you have succeeded. Until now. Le rapport entre fiction et vérité, croyance et illusion, jugement et révélation, tout ce qui sous-tend notre questionnement antédiluvien du réel, au point que dans le chaos d'un monde dit connecté, on en soit arrivé à l'idée de post-vérité,
est un sujet trop complexe, trop philosophique, pour que l'on puisse, au détour d'une mini-série, en sonder tous les méandres, attendre de Quaron qu'il en offre une réponse, comme se rassurer sur un dernier épisode qui clôturerait le débat. Et pourtant, la révélation finale de la série, qui impose après un jeu de dupes une apparente vérité indubitable, a semble-t-il été perçue littéralement comme une finalité, au point de susciter deux réactions radicales et définitives. L'adhésion sans faille à la morale indignée qui en découle, ou le rejet brutal d'une leçon de morale culpabilisatrice, fruit d'une manipulation narrative et visuelle dont la profession de foi aurait voulu qu'elle perpétue l'ambiguïté. Dans ce récit d'une femme en apparence psychorigide et équivoque, accusée de toutes parts d'un péché originel, ayant conditionné des traumas que d'aucuns qualifieraient de civilisationnels, difficile de ne pas avoir pressenti au bout de quelques épisodes un prisme très actuel, sociétal et polarisant, fruit d'un monde où la libération de la parole des femmes, bien sûr interdite pour le personnage de Cate Blanchett jusqu'au dernier épisode, ne peut souffrir d'une vérité autre qu'absolue. Pour un cinéaste qui a toujours brassé des thèmes universels et qui s'était éclipsé depuis 2018, c'est-à-dire à l'aube du mouvement MeToo, embrasser un tel sujet 6 ans plus tard, à travers une série qui questionne la vérité de nos croyances, devenait soudain, pour des admirateurs comme moi, d'une filmo tout en perspective sur la condition humaine, un pari bien sûr casse-gueule, mais fascinant, laissant augurer d'un questionnement presque métaphysique, comme celui de Gravity, en tout cas transcendant la morale. Cet espoir d'une conclusion ouverte sur quelque chose de plus grand que le sujet sociétal qu'il embrasse est d'autant plus attendu que la mise en scène virtueuse nous happe instantanément, transcende certains effets de manche scénaristiques un peu grossiers, joue avec calcul de ce qui ne se dit pas ou ne se voit pas, ou titille avec brio nos bas instincts, comme ces scènes de sexe volontairement transgressives et fantasmées, ou le plaisir pervers d'une vengeance ludique. Et pourtant, le dernier épisode et son renversement de point de vue annoncé sonnent comme une chute de 50 étages, en tout cas pour moi. Parce que le viol, ce twist indigné que l'on n'aurait pas vu venir, apparaît comme la plus prévisible et donc la plus faible des conclusions, celle déjà utilisée de la sorte dans des dizaines de films, celle qui ne se pose plus de questions sur la vérité, mais en impose une moralement intouchable, celle qui cherche à transformer une réalité douloureuse, incontestable, en pseudo-révélation culpabilisatrice, à son tour pétrie du jugement méprisant envers celui qu'on a volontairement manipulé, à qui on a prévenu qu'on le manipulerait, pour se gargariser de sa manipulation et lui reprocher de s'être fait manipuler en le présupposant coupable d'avoir adhéré à l'effet de meute des autres personnages. En tout cas, tout semblait fait pour, d'où ce sentiment d'intense déception quand la médiocrité du procédé oblitérait, à ma première vision, toute la mécanique pirandélienne du récit, qui était mon prisme principal depuis le disclaimer très professoral qui introduisait la série. J'avais espoir qu'une dernière scène, un dialogue furtif, un dernier plan, cette découverte tardive de l'enfant dans la photo, qui n'induit pas un potentiel mensonge de sa mère, puisse renverser à nouveau la table et me laisser perplexe, entraînant peut-être le récit vers un nouveau point de vue jusqu'ici inenvisageable, qui créerait une mise en abîme de l'histoire. Je voulais que mon cerveau bouillonne sur une réflexion ouverte sur le rapport entre fiction et vérité, mais je n'ai jamais trouvé ce détail narratif ou visuel qui entretienne l'ambiguïté, là où d'autres peut-être l'ont vu. La mécanique pirandélienne ne va pas au bout de son inexorable logique, parce qu'elle sert peut-être une autre ambiguïté, moins liée au rapport entre fiction et vérité, qu'au tragique de la condition humaine, dont la virtuosité du cinéaste a toujours été l'instrument évocateur. Tout est donc une question de grille de lecture, de point de vue, de croyance, de biais cognitif et du doute qu'il devrait instaurer. On va en parler maintenant, mais au-delà de l'interprétation de chacun, peut-être que la grande réussite de Quaron est d'être allé au bout de cette logique de point de vue parcellaire, mais sur la nature même de son projet, sur la perception forcément orientée avec laquelle on l'interprète. Peut-être, ou pas. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi je déteste cette conclusion? Il y a une forme de manipulation que je n'aime pas par rapport à la question du vrai, du faux, de la fiction, de la vérité, qui ne va pas au bout de sa logique et ça me dérange. Mais à partir du moment où ton sujet est sur cette femme qui aurait commis une faute originelle et que tout le monde lui rentre dedans comme un effet de meute de manière ultra hardcore pendant 6 épisodes sur une série dont tu sais qu'elle n'en fait que 7, tu te dis non, tu vas quand même pas aller à la facilité. Elle dit à Kevin Kline, elle nous le dit à nous, spectateurs. Bon, maintenant on va entendre ma version des faits.
Forcément, puisque si tu as bien regardé ce que tu as vu, tu sais que ce qu'on te racontait n'était qu'une perception des choses. Bon. Mais dans un récit pirandélien, j'attends que l'ambiguïté se fasse de toutes parts. J'entends que chaque point de vue soit un point de vue parcellaire sur un événement. C'est ce que tu proposes. C'est la profession de foi de ta série. C'est la mécanique narrative et visuelle que tu mets en place, avec un jeu sur des images qui sont elles-mêmes parcellaires. On les voit d'une certaine manière. Je veux dire, les preuves apportées à l'accusation, grosso modo, sont des preuves de photos qui ont l'air érotiques, puis finalement qui ne s'avéreront pas l'être. Puis ça, c'est le visuel, puis le narratif qui va te dire « oui, mais elle a fait ça », et puis tu te rends compte que c'est une interprétation. Donc, tu es dans quelque chose de pirandélien. La logique veut, là-dedans, que l'on n'atteigne jamais une vérité absolue. Le Quaron, moi j'attends... c'est un mec qui a beaucoup parlé de la condition humaine, hein, et de manière très universelle. C'est pas quelqu'un que j'attends de me faire un commentaire indigné ou pas, ou de jugement ou pas, sur un sujet sociétal, contemporain. Si c'est ça, pourquoi faire une œuvre pirandélienne? Pourquoi faire une œuvre sur le rapport entre la vérité et le mensonge? J'étais tellement dans cette logique de Quaron ne peut pas me finir un truc comme une leçon de morale. Et je lis des interviews de lui, où il te dit, oui, c'était tout le but, c'est de montrer, grosso modo, comment les gens peuvent facilement être manipulés par les images et par la forme, comment ils peuvent juger sans écouter en a priori, et que cette vérité indiscutable du viol était une façon de montrer comment, dans la société, les effets de meute et tout ça, enfin tout ce qu'on a dit, pouvaient produire un refus, entre guillemets, d'une vérité incontestable. Je me suis dit, Quaron n'a pas habitué à ça. Sa filmographie ne prépare pas à ça. Alors je me suis questionné. Et puis j'en discute avec Alain, et Alain me dit, je suis à la masterclass, et c'est quand même super drôle parce que, évidemment, le film se termine, la série se termine, et des jeunes filles qui sont là et qui disent, c'est magnifique ce que vous avez fait par rapport à la question du viol. Donc un truc très, très moral, très indigné, très attendu. Elles sortent ça, et Quaron leur dit... mais ça, c'est votre interprétation. C'est votre point de vue. C'est ce qu'il y a. Donc, c'est intéressant. Puis, je discute avec d'autres personnes, dont ma femme, qui, elle, ne le regarde pas du tout à travers le truc pirandélien, et qui est très intéressant comme point de vue, puisque elle le voyait à travers des personnages. C'est intéressant d'entendre une mère qui parle. Parce qu'elle te dit, c'est inadmissible, ce personnage-là. Et c'était pas ce qui est inadmissible pour elle. C'était pas ce qui est dit dans le récit. C'est-à-dire... la lâcheté d'avoir un peu abandonné son fils, ou c'est-à-dire d'être tellement sur soi, ou légitimé par le viol, c'est-à-dire avoir tellement souffert quelque part que tu peux comprendre qu'elle ne pouvait pas avoir son attention pour son enfant, qu'elle est dans la mer. Elle m'a dit, c'est qu'au moment où son gamin il a 2 doigts de crever, qu'elle a peur d'aller le sauver, et qu'elle voit le jeune qui l'a violé aller le sauver, la première chose qu'elle se dit, ah non, pas lui. Mais en fait, quand tu regardes rétrospectivement le personnage de Cate Blanchett, c'est un personnage extrêmement égoïste dans les choix qu'elle a faits. Et cette dame-là, même si elle a été violée, ne pourra jamais laver le profond égoïsme de ça. Égoïsme qu'elle reproche à son mari dans une phrase célèbre de la série, où elle lui dit « Tu aurais préféré que je me fasse violer plutôt que j'ai un amant, que tu me trompes. » Que j'ai du plaisir avec que j'ai un du autre plaisir avec un amant. Donc évidemment, c'est tu ne t'intéresses pas à ma souffrance, c'est ton égoïsme qui parle. Quand tu commences à regarder tout ce prisme-là, tu regardes tous les personnages à travers ça. Une forme de déni chez la vieille qui a écrit le bouquin, mais qui est un égoïsme total de ramener la réalité des événements à quelque chose qui la rassure égoïstement, qui la conforte égoïstement, comme le vieux qui, dans sa lâcheté du quotidien qui est montrée, finalement, pense à lui-même et, entre guillemets, à sa santé mentale, en ne contestant pas, ou en ne voyant pas, en ne voulant pas voir les dérives de son épouse. Il embrasse même son épouse, il porte son gilet. Exactement, il embrasse complètement son. Et quand elle lui reproche sa femme, il lui dit « Ma femme est exceptionnelle », alors que tout ce que tu as vu, c'est qu'elle est... La femme, elle est fucked up, quoi, en fait, totale. Et après, du coup, j'ai regardé ces trucs-là et je me suis dit, en fait, c'est intéressant parce que tu peux arriver déjà sur
3 grilles de lecture de cette série à la fin. La mienne, que je maintiens hein, par rapport à une mécanique pirandélienne. Tu as celle qui peut être très premier degré morale. Et cette 3e grille de la lecture qui est de te dire peut-être que l'ambiguïté de Quaron, elle n'est pas placée sur sa mécanique narrative et visuelle. En réalité, elle est placée sur la façon dont tu vas oublier quelque part les multiples facettes de personnages dont aucun n'est blanc n'est noir. Et je me suis dit à la fin, ok, d'accord. Je vois ça à travers mon prisme, moi, de fan de cinéma, qui regarde la narration, qui regarde l'image, qui essaie de se poser des questions sur la façon dont ça se traduit et tout ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai scruté, je l'ai même vu 2 fois, le dernier épisode. Et je suis allé chercher l'ambiguïté. Je me suis dit, il va y avoir un 3e point de vue. L'enfant dont on parlait. Puisque à un moment donné, il te crée une surprise avec ce vieux qui finalement, Kevin Kline, qui finalement croit qu'elle est Blanchett. Il croit tout ce qu'elle lui a dit. Elle a été violée, son fils était une ordure, on ne l'a pas laissé parler, il croit tout ça, il va brûler tous ses souvenirs, il va brûler tous les romans que sa femme avait écrits, il va faire tout ça, et puis il tombe sur cette photo, et là tu te rends compte que pendant toutes les histoires qu'on t'avait racontées, pas viol ou viol, que l'enfant qu'on pensait enfermé dans une chambre et qui n'avait pas vu la scène, en fait l'a vu. Je me suis dit, ok, donc elle... Oh, ok, un truc qui va renverser la table, quoi, tu vois. Puis après, réflexion, je me dis, mais en fait, ça la renverse pas. Parce que ça signifie quoi, ça? Ou Kate Blanchett a menti sur le fait que son enfant a vu ou pas, ou elle ne le savait pas. Ça change rien que le fait que le gamin ait vu ou pas, si ce n'est le degré du trauma qu'il va avoir derrière et qui conclut la série. Alors je t'ai emmerdé, parce que je regardais ça et je me disais, ouais, cette ambiguïté, elle ne renverse pas la table. Mais c'est, là encore, le fait de dire ça te prouve bien que j'avais une attente, donc un biais cognitif. Et donc, il faut que je m'interroge sur ça aussi. Pourquoi je trouvais que c'était une facilité de faire ça? C'est ce que j'ai essayé d'aborder tout à l'heure. C'est très délicat, en fait, en réalité, comme sujet. Et je me suis dit, mais en fait, il fait une série sur les biais cognitifs. Donc, au bout d'un moment, il faut que je sois capable, moi aussi, de remettre en question mon biais cognitif et de me dire, oh, ok, moi, j'ai bloqué sur le disclaimer introductif, donc j'attends une mécanique narrative comme ça, et je veux qu'elle soit comme ça, et puis elle n'est pas comme ça, et ça m'énerve. Ah peut-être que j'ai tort. Et là, tout que je me suis dit, ah putain, c'est intéressant parce qu'en fait, il te crée toutes les conditions d'adhésion à des biais cognitifs qui peuvent être les tiens, quels qu'ils soient, pour finalement t'obliger à creuser, à te dire, mais en fait, non, il a laissé des portes ouvertes sur des ambiguïtés, des subtilités qui font qu'il n'y a pas une vérité absolue qui se pose nulle part, en fait. Tu as aussi ce biais cognitif de tous ces gens qui, au-delà de la question du viol, ont vu comment un événement dramatique, ça pourrait être un attouchement d'un enfant ou un truc comme ça, crée des traumas qui, en fait, contaminent toute la suite, tout le futur, et tu t'en remets pas. Comme tu peux aussi le voir à travers le prisme des biais cognitifs des personnages eux-mêmes, c'est-à-dire de la façon dont ils sont obligés de composer leur vie, comment la condition humaine est obligée de s'inventer des choses, des illusions, des dénis, des croyances, des jugements, des fausses vérités, et pour arriver à exister, pour arriver à cohabiter, pour arriver à essayer de survivre à la tragédie du monde. Parce qu'il y a quand même une dimension tragique dans tout ce récit. Ça a beau terminer sur une espèce de truc éthéré, c'est une meuf brisée avec un enfant brisé, et à aucun moment on ne te dit que, pas parce qu'il va se pencher en disant maman, que ça va résoudre les problèmes. La question que je pose, c'est que ça a l'air d'être quelque chose dans cet esprit MeToo-là, mais peut-être c'est pas du tout ça. Peut-être le MeToo est l'élément, entre guillemets, couillu, la problématique, entre guillemets, si tu veux, révélatrice de ce questionnement de où est la vérité, tu vois, et que finalement c'est du coup extrêmement cohérent et même couillu par rapport à une œuvre sur vérité et fiction, tu vois. Voilà. Mais je me pose la question, j'ai pas la réponse. Et peut-être c'est ça qui est très fort, c'est que tu ne peux pas y trouver si facilement que ça une réponse. C'est ça. Et donc on reste sur nos potentiels a priori, et deux, il réussit à t'instiller le doute. Et finalement, n'était-ce pas là tout le projet de ce récit, qui est de dire, doutez de tout, en fait. Je voulais terminer juste pour dire aux gens, au-delà du sujet, au-delà des questionnements qu'ils posent, au-delà de tout ça, c'est la putain de leçon de mise en scène, mais c'est un truc de malade, en fait. Tu vois, la scène de la noyade, moi, j'ai jamais vu
J'ai jamais vu juste un mec qui est en train de crever dans l'eau, c'est toujours avec le contraste, la lumière, les reflets, les trucs. Enfin, je n'ai jamais vu une scène filmée comme ça où t'es là, elle est biblique. Je sais pas, tu vois ce que je sous-entends par là, c'est le déluge avec un homme. J'ai jamais vu un truc comme ça. Quand tu commences à regarder comment il te filme Cate Blanchett, comment il te filme Sacha Baron Cohen, comment il te filme Kevin Kline, et qu'à chaque fois, tout en étant en même temps d'une fluidité, d'une harmonie incroyable, il arrive à donner une identité visuelle radicalement différente. Tu vois, cette façon d'avoir soudainement ce Sacha Baron Cohen qui perd tous ses repères et cette espèce de caméra qui commence à vriller en même temps que lui et tout ça, enfin, et qui est des fois imperceptible. Tu vois, quelqu'un qui fait pas attention à la mise en scène, il va peut-être pas voir tout ça. Et c'est quand même hallucinant. Ce qui fait que, quelle qu'ait pu être, moi, ma première déception sur la fin, et puis toute cette interrogation qu'on a eue, tu passes quand même 6 épisodes à être happé. Moi, je veux dire, où t'es complètement dans ce truc-là. Et il te fait passer par 25 émotions. Je te dis, le ludique de la vengeance, l'excitation sensuelle. Bon, j'avais pas vu une sensualité comme ça dans une série depuis, et qui est pas la sensualité racoleuse des Game of Thrones ou des trucs comme ça, qui est vraiment dans un truc qui est sur le cordeau, tu vois, et qui est vraiment super bien fait, quoi. Rien que pour ça, il faut voir la série. Rien que pour ça, il faut voir la série. Après, chacun l'interprète comme il veut, chacun peut avoir des problèmes ou pas, chacun peut s'y rassurer ou ne pas s'y rassurer comme il veut, mais ça reste quand même un très grand cinéaste et une série comme on n'en voit pas souvent, quoi. Ça, c'est clair et net. Voilà. Un petit mot pour dire au revoir, après je suis fatigué. Tu vas repartir encore plus confus dans la tête, quoi, et bouillonnant, quoi, mais bon. Et puis on réfléchira à ce qu'on fait par la suite, parce que bon, c'est sûr, ce sera forcément moins complexe que celle-là. En fait, je suis en train de me dire, je vais faire des films de télé, parce que, en fait, c'est tellement plus simple de raconter une émission en disant des conneries sur des films à la con, que de se prendre la tête sur des films intelligents. Sur ce, allez, à la prochaine fois. Ciao!